Laissons un temps les parcs, Arachné, Pénélope, Arlequin et Frankenstein dans les noirs et les blancs des mots imprimés. Qu'ils filent, tissent, coupent, revêtent et raccommodent les fibres et les êtres en des scènes indéfiniment répétées à chaque relecture et réécriture. Repartons du tissu, de sa matière même, des propriétés qui le caractérisent. Regardons-le, touchons-le, manipulons-le. Les yeux ouverts et les yeux fermés, car, on le verra, l'illustration textile est tout autant tactile et, pourquoi pas, sonore, olfactive ou propice à être mordillée. Elle touche, en ce sens, les tout-petits, dont elle compose la première littérature. Quiet Book, ou livre d'éveil, premier imagier et livre interactif. Album transformé en tapis de lecture et en jeu de pop-up visuel. Elle s'adresse encore à l'histoire et la mémoire, celle des femmes particulièrement qui s'y adonnent. Elle parle au grand âge, art intimiste des réminiscences et des récits de vie par le tact et la vue. Elle s'adresse aussi à celles et ceux qui malvoient, inventant une nouvelle sémiotique pour leur raconter des histoires, des savoirs, des expériences sensibles. Ou encore à celles et ceux qui ont des perceptions différentes du monde, des formes et des matières, comme chez les enfants autistes. Elle joue sur les synesthésies, les mouvements de tourne de page, les relations de l'endroit et du revers, et ce, y compris quand elle est photographiée, reproduite et imprimée dans l'univers papier des livres. Qu'est-ce donc qu'un tissu? Selon les fibres utilisées, naturelles, qu'elles soient végétales ou animales, artificielles ou synthétiques, selon leur mode de filage, leur jeu de torsion et le travail de leur teinture, selon encore leur structure d'assemblage, leur armure, tissée, tricotée, non tissée, dentelle, les propriétés du tissu changent. Poids, épaisseur, isolation, souplesse, élasticité, tombée, degré de transparence varient, et avec elles, les manières d'en tirer parti dans l'illustration textile. Main du tissu, mais aussi regard, distinguant le teint, teinture végétale, naturelle, industrielle, du non-teint, explorant les chromatismes à l'œuvre, leur structure dynamique, telle que la rayure et le quadrillé qui viennent inquiéter le regard, en faisant douter des premiers et seconds plans, comme Michel Pastoureau l'a étudié pour l'art des étoffes. Leurs imprimés géométriques, fleuris, thématiques, narratifs, et qui ont pu consister en une première métamorphose du livre quand Sancho Panza et le Quichotte, Paul et Virginie, les animaux de La Fontaine sortent de la bibliothèque pour peupler les Indiennes au XIXe siècle et les différentes demeures. Regard encore qui observent leurs unis, fonctionnant comme des aplats de couleurs, comme des fonds, en des lieux abstraits. Interprétant leur sémantisme lié à des valeurs d'usage, à des symboliques culturelles, à des processus de fabrication, de conservation, de raccommodage. Dans l'illustration textile, tout est susceptible de faire sens. Et d'abord, faut-il en faire nécessairement quelque chose? Sous-entendu, quelque chose d'utile, tel un drap de métisse, un vêtement pour petite fille, une poche de collier résistante. Il n'y a aucune évidence à confectionner une page en déchirant ce même drap, à découper ce lainage en silhouette ou à relier ces poches écrues en un livre. C'est là, peut-être, la première ligne subversive que franchit l'illustration textile dans le geste artistique, rejoignant les pratiques et les pensées des artistes textiles contemporaines. Faire usage d'un tissu, non, pour en faire usage
d'une utilité fonctionnelle. Les artistes, autrices, illustratrices textiles, ce sont majoritairement des femmes, sont très conscientes de cela, à commencer par Annie Albers et Sheila Hicks à travers leurs tissages, qui deviennent tout sauf utilitaires et domestiques. Écriture, abstraction, paysages figuratifs ou mentaux, personnages, notation de voyage, comme un journal de bord textile. Ainsi, la série de tissages intitulée Les Minimes de Sheila Hicks. Bien souvent, même, l'illustration textile ne vient pas illustrer textilement un texte qui serait déjà là, disponible au format papier. Elle participe d'une littérature textile qui dialogue avec toute une production textile d'art et d'artisanat. Livres d'artistes, poupées, sculptures, installations, etc., vers lequel elle attire l'objet-livre en une métamorphose singulière. Dans sa magnifique Ode à l'oubli, en 2004, Louise Bourgeois confectionne le poème textile en remployant des morceaux de vêtements portés par elle dans les années 1920, dont sa robe de mariée. Elle les agence en configuration abstraite, géométrique, fondée sur le pli, sur l'application, le patchwork et la broderie. Or, les pages contiennent plus que la seule mémoire privée des étoffes portées. En elles se glisse la certitude du souvenir de ce qui n'a pas existé. Imprimé figure la mention « I had a flashback of something that never existed ». Comme elle le note ailleurs, faire un assemblage est un mécanisme de protection. Ce n'est pas une attaque contre les choses, c'est s'accommoder avec elles. Mais il y a quelque chose d'autre dans l'assemblage, dit-elle, la restauration et la réparation. On répare la chose jusqu'à la refaire complètement. Annette Messager, dans Mes travaux d'aiguille, puis dans sa collection de proverbes, tricote et brode. Et in fine, avec humour, elle épingle, affiche et encadre des rôles et des représentations traditionnelles féminines par ses proverbes brodés et ses morceaux tricotés. Ces femmes rompent avec la tradition domestique, artisanale, des travaux d'aiguille et ou de dames, petites mains et transmission par lignée de femmes. Elles en changent le cours. Elles déplacent par prélèvement les habits portés et les tapisseries raccommodées des armoires et des maisons pour leur assigner de nouveaux espaces sensibles, artistiques et parfois même politiques. Elles transforment malicieusement ou rageusement le matériau d'usage en pièces de l'œuvre, tel Raymond Darcier et son jeu de dames grand format. Je cite « Je décris également avec crudité et ironie le lien qui unit la ménagère à la serpillière, en cousant une serpillière propre à une sale jusqu'à concurrence de 16 serpillières, d'où mon jeu de dames. Je nettoie, ils salissent. Je salis sans qu'ils nettoient, j'interdis de salir. » Elles ont, en somme, ces femmes, la broderie subversive ou la couture subversive, pour reprendre l'expression de Rosika Parker et le titre de son essai remarquable. On retrouve cette inquiétude et cette attention affectueuse aux vies textiles des étoffes et de leurs techniques, à l'œuvre également chez les artisanes et illustratrices autrices textiles, et ce, dans toutes les échelles de leur production. De la pratique familiale du livre en tissu pour l'enfant à naître, cadeau de naissance d'un genre tout particulier. De celle éducative pour les générations d'enfants à faire grandir. Du livre écrit pour soi, journal de pensée ou poème d'un matériau particulier. De la pratique encore de transmission horizontale des savoirs en atelier et de sa pratique communautaire, particulièrement vive en Amérique latine, pour se saisir politiquement, artistiquement et collectivement d'une parole qui porte, qui témoigne, qui est visible et se fonde sur des solidarités et des sororités. Fresques textiles éducatives, testimoniales, politiques, écoféministes, pour protester contre le détournement de l'eau, pour faire un mémorial collectif et itinérant à celles et ceux qui sont mortes du Covid, pour documenter la parole des femmes et leur lutte féministe. Du livre tactile, encore, inclusif pour des malvoyants, comme le travail remarquable, assez unique au monde, de la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, basée à Talent, près du Dijon.
du livre d'artiste encore et de sa micro-édition artisanale Les Trois Ours, diffusant les livres textiles en série limitée de Louise Marie Cumont, et les éditions Mémo, publiant leur format album sur papier. Ou encore du livre-album ou du récit graphique textile en pleine expansion. Le livre textile commence parfois quand le papier manque, en des temps de confinement et de pénurie, ou quand papier et livre imprimé coûtent cher, confirmant qu'il est un art pauvre, ou du moins un art modeste, humble, domestique, ce qui n'en fait pas un art petit. On recycle les étoffes à portée de main. On crée ses propres livres de concept, tels Nathalie Damy, qui se lance dans la micro-édition de livres tactiles didactiques autour de l'environnement pendant le confinement de 2020 avec Azur Découverte Édition à Dijon. On crée des livres pour tout petit autour de la cosmovision de son peuple. Ainsi, l'imagie en mapudungun de l'artisan mapuche Victor Cifuentes, au Chili, à Valdivia, justement quand des livres dans la langue ne sont pas disponibles sur le marché. On organise encore des expositions in situ ou virtuelles via Instagram. Les comptes Livre Textile ou Collectiva Libro Textile montrent la variété du livre textile et de la passion qui s'y applique. Teinture végétale des étoffes par Maria José Duran Steinman, qui écrit la pluie, le ciel, les cycles naturels et l'attention portée au milieu environnemental à partir de son propre jardin et de sa connaissance des plantes. Dani Auri, Minar Ediciones, qui dans Tomo 1, Enciclopedia Especulativa Textile, joue malicieusement de l'imaginaire trop sage, statique, silencieux et ordonné du livre de points de la brodeuse, de même que dans son abecedario, elle rompt avec la convention de chaque page de même format. Francisca Robles, qui poursuit son projet sensible de bibliothèque textile en traduisant textilement les visages, les gestes, les maisons, les objets, les routines des temps confinés avec une finesse remarquable, tout en ouvrant vers la fabrique de la poupée en volume, mais aussi à plat, et qui transforme alors le livre textile en petit castelet où l'enfant peut à loisir y animer sa propre fabrique à histoire. Le tissu, l'artiste Sheila Hicks le décrit comme un matériau mou, pliable. Annie Albers précise, pliable et donc facile à transporter. Longtemps, dit-elle, il a opéré autant comme seconde peau, le vêtement, puis comme abri, la tente, avant de se faire décoratif et d'habiller à son tour nos maisons. Il a un droit fil et un contre-fil, un endroit et un envers. Simone Fulpin en façonne précisément les plis dans l'écrit non teint dont elle ne donne à voir que l'endroit. Elle sculpte cette autre contradiction, le piqué, invisible, acharné, d'épingles qui fixent les plis et assemble secrètement un squelette aussi spectaculaire qu'invisible, sinon au scanner, là où l'œil, en surface, ne détecte que douceur, rondeurs et concrétions textiles. De même que la parenté ancienne, soulignée entre le trait et le fil par Françoise Frontissi-Ducroux dans son essai « Ouvrage de dames, Ariane, Hélène et Pénélope », l'analogie de la toile comme page et du fil à broder comme encre lente d'une écriture formée par les points a une certaine évidence. Elle suggère des affinités entre les étoffes et l'illustration, d'une part, et de l'autre entre la broderie et l'écriture. Une autre analogie, centrée cette fois sur l'illustration, pourra rapprocher le fil du trait, du disegno, et les applications d'étoffe, du travail de la couleur et du coloris. Ces analogies sont pourtant à affiner et à replacer dans la spécificité des textiles et dans la poétique de chaque œuvre. On verra, avec Cécile Bonbon, que le morceau d'étoffe peut se travailler comme écriture. Avec Béatrice Alemagna, que les fils se font coloris dans les pattes de mon amour. Que l'application au point zigzag du fil sur étoffe, découpé au plus près, compose une écriture mixte avec Francisca Robles et la couverture du Leporello Voy. Il y requiert simplement une plus grande patience, de l'art de l'effilochage, de la destruction du tissu à l'acceptation sans réserve de la matérialité du fil, de son entremêlement, du refus de le transformer en tissé. Mais le fil, c'est aussi un matériau tout particulier,
associé à un imaginaire. Dans son enquête remarquable sur les apprentissages féminins, façon de dire, façon de faire, la laveuse, la couturière, la cuisinière, l'ethnologue Yvonne Verdier analyse comment la blancheur des draps a appelé la macule des fils rouges. C'est la fameuse marque où les jeunes filles apprennent à tenir le journal de leur cycle en brodant sagement des canevas d'alphabet et de chiffres au point de croix, car marquer, c'est métaphoriquement avoir ses règles, à minot. Repartant des versions orales anciennes du chaperon rouge, elle distingue le chemin des aiguilles et le chemin des épingles, langage et symbolique couturier, qui font sens et entre lesquels la petite protagoniste doit choisir lors de la rencontre avec le loup. Les épingles, c'est le choix pour la jeune fille de s'attifer, de se parer. Elles attachent et piquent, selon les prétendants des premières amours que l'on veut garder ou éloigner. Les aiguilles, elles, se réfèrent au travail, au raccommodage, à la réparation. Mais c'est aussi le chat de l'aiguille et le fil qu'on y insère dans une métaphore plus érotique sur le libertinage des couturières. Elle évoque aussi la série positive de l'aiguille et du sang et la série négative du fil, jalousie, rupture. Rosika Parker y insiste, répondant affirmativement à la question de l'écrivain Olivier Schreiner, le stylo et le crayon ont-ils plongé dans le sang de la race humaine aussi profondément que l'aiguille, au seuil de son essai. Si le fil rouge nomme le sang, se teinte même parfois de celui ou de celle qui manie l'aiguille, on comprend qu'il s'agit là d'une encre bien particulière. Fanny Violet retourne l'hommage piqué au fil rouge à l'ethnologue dans son mouchoir Yvonne Verdier 1 de 1983. Ainsi, l'aiguille a autant pu être une arme de résistance aux contraintes de la féminité, je cite Rosika Parker dans The Subversive Stitch, qu'elle a pu, je cite Louise Bourgeois, servir à réparer les dégâts. C'est une revendication, dit-elle, un pardon. Et elle ajoute, je viens d'une famille de réparateurs. L'araignée est une réparatrice. Si on abîme sa toile, l'araignée ne s'énerve pas. Elle la tisse et la répare. Métaphoriquement, l'aiguille raccommode du désuni et du décousu, du dépareillé, autant qu'elle apparie de l'improbable, de l'arbitraire, de l'inédit. Iwona Chmielowska remarque, pour le dire brièvement, je cherche à établir des relations, à recoudre, à lier avec des fils invisibles les phénomènes qui sont parfois impossibles à assembler. Une aiguille, un fil et la couture, c'est une belle métaphore de la vie. D'où l'extraordinaire vitalité du fil, et notamment du fil rouge, comme motif polysémique dans l'illustration textile contemporaine. Fil maillotique, générant maille à maille, point à point, le personnage chez Martha Ingerska et Sabine de Grief. Métaphore du cordon ombilical avec Aurélie William-Lévaux et chez Tissot d'Artois dans son Petit Pousset. Fil de l'histoire, de la reliure et du poème, Anne Herbeau dans Sans début ni fin ou Iwona Chmielowska, Aubier, tous les deux, dans un livre non traduit. Marie-Noëlle Horvath encore dans Tous emmitouflés. Mais fil aussi de la violence, de la déchirure, de la blessure, de la césarienne et de la suture, par exemple chez Johanna Concejou dans son Chaperon rouge. Elle observe d'ailleurs « Le fil rouge m'a beaucoup aidé à raconter cette histoire finalement. Il n'est pas apparu tout de suite. Il aide à montrer pas mal de choses dans cette histoire sans vraiment en montrer des scènes cruelles. Le fil rouge, qui est au début un ruban, devient le fil de l'histoire qui va redonner la tourne de page, pourrait-on compléter, et, dit-elle, redevient un ruban à la fin. Il joue un peu tous les rôles. Chez Béatrice Alemagna, dans Mon amour, c'est moins la violence que la douceur qui ressort du matériau des fibres. Écoutons-la. Le moment où j'ai décidé de faire un livre avec du tissu, c'est quand j'ai pensé que je voulais exprimer une forme de tendresse, de douceur, que le tissu avait évidemment pour moi. Et ce qui est drôle, c'est qu'un livre qui parle d'amour et que les enfants touchent constamment pour essayer de comprendre pourquoi il y a des boutons qu'on ne sent pas, est à la fin un livre qui est beaucoup caressé. En effet, le livre de Béatrice Alemagna est imprimé. Donc les enfants touchent des boutons, les cherchent du doigt quand il n'y a que de la page sans super épaisseur. Qui dit poétique des fils invite aussi à réfléchir sur une politique possible des points, les points de remplissage, tels les points arrière ou les points lancés, barrettes et picots de la tapisserie de Bayeux, qui vont différer des points d'écriture et de tracé des silhouettes, le point de tige pour les contours dans la même tapisserie.
comme d'autres points, ceux d'assemblage, d'application et de fermeture des tissus. Par exemple, les très identifiables points d'épine, comme un feuillage, et les points de feston classiques des arpilleras chiliennes. Il crée des contrastes, des volumes, de l'ornemental ou du basique, de la discrétion. Des volutes sous des lignes, du continu ou du pointillé, qui peuvent suggérer pour ces derniers des itinéraires, des gestes ou des sons, un peu à la manière des traits de mouvement dans la bande dessinée. L'étoffe elle-même est complexe et certainement pas univoque ni neutre. Elle a une histoire, un processus de fabrication, des usages et des significations. Sheila Hicks nous prévient. Le tissu fait inévitablement surface dans tout ce que vous faites lorsque vous observez et participez au quotidien. Vous ne pouvez échapper au textile, à la fibre, à tout ce qui est pliable. Ce sont des choses textuelles, dit-elle, qui enrichissent votre existence. Et de là, l'artiste affirme son langage universel. L'illustration textile fait donc entrer le monde à travers les étoffes. Elle peut articuler à la fois un texte textuel, une écriture par les mots, et un texte textile, une écriture fondée sur les étoffes, les points, les techniques. Et prendre sens aussi dans l'espace entre les deux, entre ces jours, ces silences qui s'y échellent et s'y brodent, selon des relations de redondance, de complémentarité et de disjonction étudiées par Sophie van der Linden à propos du rapport texte-image dans son essai « Album » conçu avec l'illustrateur Olivier Dauzou. Dans l'une des doubles pages de Oli, livre textile diffusé par les Trois Ours et reproduit dans une édition papier par les éditions Mémo, Louise Marie Cumont retrouve le Vichy bleu et blanc des couettes de notre enfance pour envelopper les lits d'enfants et le grand lit parental. Ici, le sémantisme de l'étoffe dans la diégèse coïncide avec le sémantisme de l'étoffe dans le monde. Or, dans les autres doubles pages, elle joue des motifs pour créer des écritures inquiètes, passionnées, apaisées. Les dormeurs et dormeuses du livre ont les draps qu'ils ou elles méritent. Leurs pensées, leurs rêves s'y retrouvent révélés. La surface de l'étoffe, ses impressions, ses plis et ses agencements extériorisent en quelque sorte ce qui habite leurs intériorités, seulement lisibles parfois sur les sourcils froncés, les bouches tordues, brodées au fil noir et rouge sur leur visage. Des poétiques de l'ancien et du neuf, du chiné et de l'hérité, du porté, viennent enrichir ce sémantisme des étoffes, lui donnent une mémoire, une complexité de la traversée des temps, des époques, des demeures, quand le livre en devient leur dernier lieu de dépôt. Dans le magnifique album « Où se cache ma fille », publié aux éditions Format, Iwona Chmielowska dépose cette brève notation dans la dernière couverture interne du livre. L'organza blanc et les chiffons qui ont servi à confectionner ce livre proviennent de diverses friperies polonaises important des vêtements d'Europe de l'Est. L'organza était sans doute le rideau d'une fenêtre. Les morceaux de caleçon, de tête d'oreiller, de rideaux, de mouchoirs, de pyjamas, de jupes longues ou de robes de fillettes, utilisés naguère quelque part par quelqu'un, ont été assemblés dans ce livre en un tout. J'ai la conviction, dit-elle, que tous ces petits bouts de tissu renferment, d'une certaine manière, le vécu et l'énergie des personnes qui les ont portés autrefois. Bien plus qu'une simple poétique du recyclage, d'une économie circulaire textile. Il est ici question d'une forme de mémoire des matériaux, d'une forme d'animation et de vie textile silencieuse, intrinsèques aux étoffes. On trouverait là des échos forts avec la pensée du réalisateur d'animation tchèque, Jan Švankmajer, et du rapport qu'il décrit aux objets qu'il choisit d'animer. Les arpilleras chiliennes, images textiles assemblées pendant la dictature au Chili par les femmes des détenus disparus, parfois avec les étoffes mêmes portées par les êtres chéris, portent à sa plus haute expression tragique cette mémoire textile des vies rompues. Elle trouve des actualisations possibles dans des arpilleras de l'illustration chilienne contemporaine, avec Francisca Robles ou Cynthia Imagna. De la même façon, les autrices exhibent des zones que les couturières cachent ou jettent. Les usages ne sont pas toujours les mêmes. L'envers est exhibé. Les points irréguliers servent un tracé enfantin, émouvant, hésitant. Les étiquettes sont visibles et lisibles, parfois même humoristiques. Avec Cécile Bonbon dans Le Machin, le clin d'œil métadiscursif se fait boutade quand on lit la mention « coton » cousu sur le pelage du mouton.
Les lisières qui bordent le tissu pour en resserrer les fils en ses bords et dont l'une d'elles recèle la mémoire imprimée de l'étoffe, la cote, la qualité, le gramme, le fabricant, peuvent, elles, se retrouver au cœur de l'image lorsqu'elles sont d'habitude reléguées comme déchets par la couturière et non employées. Au rebours, la fragilité de la bordure effilochée, qui serait la hantise du vêtement coupé et porté, s'expose comme une sorte de vanité textile et poétique de la délicatesse, requérant une manipulation soigneuse de la page. Les revers sont régulièrement montrés, soit par transparence, chez Béatrice Alemagna dans Mon amour ou Géraldine Halibeu dans Les yeux fermés, soit parce qu'ils constituent à leur tour une pleine page du livre. Or, dans le cas d'une page textile simple, c'est-à-dire non doublée, broder une image textile recto-verso est un geste d'une extraordinaire délicatesse, car chaque point exécuté, chaque tissu appliqué dessine des deux côtés des tracés qui peuvent différer. Cela revient comme à dessiner deux pages en même temps d'un même geste qui produit des résultats différents. Invisibles sur un côté, les nœuds deviennent apparents de l'autre, tandis que les étoffes appliquées d'un côté ne se saisissent du regard de l'autre que si elles sont fixées sur un tissu suffisamment transparent. Tissu d'Artois dans Le Petit Poucet, Ivona Chmielowska dans L'émouvant où se cache ma fille et Isole dans La Costura ont chacune proposé des albums extraordinaires sur cette spécificité du revers, montrant que chaque chose a au moins deux faces, que le cacher révèle et que le montrer dissimule, que des passages encore sont possibles et nécessaires entre le monde diurne, vécu et avéré, et celui onirique, invisible, d'une cosmovision plus ample. Les illustratrices et autrices textiles veillent à redonner à chaque élément sa polysémie. Elles invitent à se défier de toute évidence, de toute redondance entre l'objet dans le livre et son usage dans le monde. Chez Béatrice Alemagna, dans Mon amour, le bouton boutonne. Mais il fait plus que cela. Il texture la page de Mon amour. Il est pneu d'une voiture assemblée vite fait au point de bâti, ou fumée noire échappée de la cheminée quand il est en ombre. Sa plaquette bâtit une maison. Dépareillé, il est l'œil. Il est aussi le point final sur le i de la fin du livre. Cette réflexivité propre à l'illustration textile est remarquable. Sa temporalité alentie, ses gestes fondés sur la répétition, la méditation, l'imprégnation des fluides, sueurs et sangs de la brodeuse, de la couturière, de la tricoteuse, vont nourrir la poétique et l'esthétique des albums, des imagiers, des illustrations et récits graphiques contemporains. Prenons tout d'abord là où les techniques de confection, lisibles dans l'illustration textile, et observons comment elles participent à la narration et à la poétique. La technique peut être homogène, tricot, patchwork, broderie ou collage, à l'échelle de la page, de la double page qui est l'unité de référence pour l'album, et puis à l'échelle du livre encore. Béatrice Alemagna choisit le feutrage et la laine dans la série des Petits Poux, choix judicieux et espiègle, car les petits protagonistes au ventre et aux carapaces rebondies naissent et vivent dans le creux matelassé d'un matelas abandonné au fond d'un jardin. Un matelas rempli de laine, peut-on supposer. Elle y ajoute, en un art poétique de l'enfance et de sa passion couturière, tous ces petits riens, ces boutons, ces épingles, ces rubans qui s'y sont égarés et que l'enfant aime tant glaner et dont les petits poux ornent les concavités de leur chez-soi. Autant de trouvailles qui font merveille. L'illustration textile peut préférer l'hybridité des techniques, tout au long du récit ou en un endroit précis. L'arrivée subreptice d'une nouvelle pratique textile peut constituer un événement dans le récit. La coexistence appelle aussi commentaire. Chez Louise Marie Cumont, l'ajout de la broderie qui décide de l'expressivité du visage du protagoniste patchwork de La Roue devient un événement lors de l'accident de la dernière double page, quand le patchwork à gauche et le personnage chu, sans visage, avec son carré de toile nue et rose en aplat, et puis en face, la broderie au fil noir et rouge des yeux, sourcils et nez, qui flotte, suspendue dans l'écrue de la toile qui sert de fond sur la page de droite. L'âme, à droite, est séparée du corps chu à gauche. La broderie,
l'expression du visage, du quilt ou du patchwork qui fait le corps. Et cette dernière page de la roue est autant une chute, l'accident de la mort, qu'une élévation, la mue vers une réflexivité, une conscience de la précarité de l'existence. L'expression brodée du visage sans chair contemple le corps chu au sol et semble en commenter, dubitatif, la fin. Dans Pelote et repelote de Sabine de Grief, la couverture installe 3 manières de textilité, la broderie, la couture et le tricot, sur fond clair de papier en complémentarité d'une nursery rhyme contemporaine. Les premières pages nous font assister à la naissance du personnage textile, qu'une démiurge invisible exauce des pieds à la tête, des petons au visage, page à page, en l'hybridant. Texte, broderie des pieds au fil rouge, dessin des hanches et du buste au fil posé librement, application de rectangles de tissu qui débordent les traits et installent la peau par l'étoffe blanche. Puis la jupe arrive, imprimée de motifs colorés, découpés et fixés rapidement au point de couture. Puis le tricot au point jersey pour le chandail turquoise, jusqu'à la rangée de mailles non tricotées, sans aiguille, qui montre que ce personnage est en progrès et va se transformer, qu'il commence à vivre et à s'animer, page à page de l'album textile. Le geste encore peut sembler minimaliste. Dans Les larmes, Louise-Marie Cumont interprète le tissu militaire en intervenant à la broderie, en fil noir et blanc, couleur de l'écriture, de l'expressivité et de l'avènement du sens. Détournant les taches de camouflage du tissu militaire d'usage, ces tons de terre, d'écorce et de forêt, en des paysages mentaux et sensibles, des désastres de la guerre. Elle révèle sur l'endroit de l'étoffe l'envers du décor. Elle nomme dans le camouflage l'effroi et la sidération, en brodant ses yeux grands ouverts sur l'horreur, les obus au point noir, les corps morts, ses yeux qu'elle ferme en 3 ou 4 points droits de fil noir dans une tache du tissu qui évoque un corps. Elle retourne textilement, ce faisant, le geste du décorateur de théâtre, l'artiste Louis Guingaud, qui avait conçu la première veste de camouflage en 1914 en inventant un procédé de peinture sur étoffe résistant aux intempéries. Ailleurs, le geste textile peut nommer le désordre, l'excès, la multiplicité des arts du fil et des techniques. Par exemple, le désordre de la toison peut s'illustrer dans le point de bâti lâche des poils, dont on devine l'envers dans Mon amour avec Béatrice Alemagna, ou dans la chevelure emmêlée de la vieille dame. Il peut aussi s'ordonner dans l'emmêlé net de la pelote, créée par Marie-Noël Horvath au fil rouge dans Tous emmitouflés. Ou encore par le geste de la toile déchirée, arrachée, malmenée. Le machin de l'auteur Stéphane Servan et de l'illustratrice Cécile Bonbon est ainsi une histoire d'humour et de chiffonnier. Le coupon sans usage qui dort dans une armoire, le ça du tissu non encore coupé, autour duquel tous les animaux de la savane pourront rêver. Couverture, écharpe, culotte peut-être. La couverture de l'album, couverture au double sens du terme, en montre le rébut. Cette masse de tissu rayé rouge et écru est en fait un composite de morceaux de tissu déchirés, de chutes inégales et mal rapiécées dont on voit le trait de couture. Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne saura déchiffrer l'énigme qu'au terme de la lecture de l'album, car chaque être vivant de la fable vient renommer le bout de tissu pour mieux se l'approprier. C'est un bonnet, c'est une écharpe, dit l'autre, une couverture pour la fourmi. Ils se disputent ce doudou et, in fine, le déchirent quand ils veulent tous en attraper la matière, avant de savoir de quoi il retournait vraiment, car, oh surprise, ce doudou, c'était la culotte de l'enfant qui était au bain. Le machin ouvre par ailleurs sur une nouvelle métamorphose propre à l'illustration textile, vouée être reproduite et complétée par le placement du texte en caractère imprimé dans le format papier de l'album. Les images de textile de Cécile Bonbon sortent de l'album pour être réinterprétées et reconfectionnées dans les écoles en tapis de lecture, en fresques collectives destinées aux enfants et pourquoi pas réalisées avec eux. De là à faire des tapis à histoire, tissus d'histoire, tapis de lecture et autres raconte-tapis, selon le concept porté par l'association créée par Clotilde Fougeret-Hammam, l'une des formes vives du livre dans la littérature des tout-petits, il n'y a plus qu'un pas. Le livre s'ouvre alors à la lecture orale, à sa mise en espace scénique, à travers une petite forme, un racontage de rue, à la maison, à l'école, un petit théâtre, livre tapis devenant castelet, textile, peuplé de ses protagonistes qui fonctionnent comme autant de marionnettes ou de poupées ou d'éléments du décor que l'on peut déplacer à loisir. Bien souvent,
l'image textile nous fait rentrer dans l'atelier. Elle met en scène ses outils, ses machines, ses accessoires, ses patrons, ses poings, ses mains au travail. Exemple d'outils d'accessoires, épingle à nourrice ou de sécurité, celle qui fixait les langes des nourrissons. Pluie d'épingles, pince à linge et pince couture avec l'autrice belge Anne Herbots dans sa parabole déroulant le fil rouge de la pelote dans le Leporello sans début ni fin. Carte ancienne en carton pour fil et maître de tailleur avec l'artiste et autrice polonaise Iwona Chmielowska dans O ter Turgezi rozwijali à propos de ceux qui ont grandi. Je traduis. Exemple encore de gestes. Aiguille droite, formation d'émail avec Sabine de Griffe dans Pelote et repelote et Marta Inierska, grand-mère tricot, où l'on apprend que l'enfant de tricot peut se mailler et se démailler à loisir pour peu qu'il faille le protéger de l'hostilité du monde. Enfilage du fil dans l'aiguille avec Iwona Chmielowska, bobinage et mise en écheveau de la pelote avec Joanna Conceju et Cynthia Imagna. La transmission n'est toutefois pas à prendre au pied de la lettre. Quand le mouton nu et tricoteur de Sabine de Griffe dans Pelote et repelote déclare « Et je me retricote, un point à l'envers, un point à l'endroit, aucun fil ne me défera », la tricoteuse aguerrie qui observe l'image sourit. Elle sait bien qu'en aiguille droite, pour obtenir le point jersey de l'image, il s'agira plus précisément d'un rang à l'endroit, d'un rang à l'envers. L'illustration textile nous rend herméneutes, attentifs à sa propre fabrique de l'image, promptes à pouvoir, à notre tour, nous saisir de l'aiguille, de l'étoffe, des ciseaux de couture et du fer à repasser. Outre les scènes, il suffit de regarder les ombres portées par les applications de tissu et les fils posés sur le fond pour saisir la dimension plus culturelle de l'image textile. Ou encore de scruter les bords, les lisières, les franges, les marges et les traits de couture, les rapports entre les coutures nettes et celles plus grossièrement dressées au point de bâti d'un geste lâche et rapide. On l'a dit, l'illustration textile transmet les savoir-faire traditionnels, ceux-là même des univers culturels des artistes, ceux encore qu'elles vont chercher dans d'autres cultures. Elle nomme alors le local, historise les travaux d'aiguille, en recueille la mémoire, le lexique, les contextes. Point de croix, dans ma poche de la polonaise Iwona Chmielowska ou dans le châle palestinien de la Kostura d'Isole, broderie bigoudaine dans 12 de Gwen Legoix, ou le savoir-faire de la maison Le Minor qui a préservé l'art jadis pratiqué par les femmes du pays Goudain dans l'espace domestique pour réaliser leur coiffe, se déploie vers l'art décoratif contemporain. Patchwork ou quilt, chez Louise Marie Cumont, par exemple. Arpillera, au Chili, avec Francisca Robles dans Victor, consacré au chanteur Victor Jara, et Marjorie Agostín et Cynthia Imagna dans Las Arpilleras, una historia contada con hilo y aguja. Châle palestinien et sa broderie traditionnelle au fil rouge dans le livre très créatif d'Isole, La Costura, en Argentine. Cantas, encore, pièce de tissu brodée par des femmes bengalis, dans La Ronde, où Louise Marie Cumont applique directement les motifs brodés sur étoffe du bestiaire mythologique des cantas bengalis traditionnels pour y adosser la narration d'un enfant magicien qui semble jongler avec les animaux en tissu qu'il fait apparaître avec ses doigts. En les faisant tournoyer autour de sa tête comme un mobile sans fil d'accroche, il orchestre la ronde et le livre de grand format se donne comme un livre à conter entre le merveilleux et l'abstraction mathématique. Art encore du Mithila, billard en Inde, avec Aurélie William Leveau dans Menses Enterosam. Les autrices réinterprètent les graphismes, les fonctions symboliques, les mythologies textiles de ces techniques à hauteur d'enfant comme de regard adulte. Elles rendent plus crus et plus contemporains les récits nuptiaux, de grossesse, les maternités et les postpartum, les récits de violence domestique et de l'histoire. La réflexivité de l'illustration textile a souvent à voir avec les expériences fortes de la condition féminine,
avec ses manières de se relier au temps, des épreuves de la vie et de la mort, de la gestation et de l'agonie, aux relations aussi entre les âges de la vie, les généalogies, les gestes de la transmission. Se mettant à la broderie dans la temporalité de sa grossesse, Aurélie William Levaux déclare « J'avais tout à coup la patience nécessaire pour broder mon histoire, chose que je n'ai plus jamais retrouvée après. C'était une forme de méditation quant à ce qui se produisait dans mon corps, alors que d'ordinaire, je n'ai pas la moindre patience. » On l'a vu, l'illustration textile entretient une affinité particulière avec les protagonistes et les contes liés aux vêtements, aux filets, aux étoffes, aux pelotes et à leurs parasites et leurs bestiaires associés. Jusqu'à Louise Bourgeois, personnage à son tour dans le bel album Une berceuse en chiffon, la vie tissée de Louise Bourgeois, où Isabelle Arsenault restitue l'univers de l'artiste en crayonné et aquarelle soignée, à travers des chromatismes d'une grande délicatesse sur un texte de Ami Noveski. L'illustration textile ouvre à de nouvelles métamorphoses du livre. La cinégénie du monde textile, de ses poupées, de ses gestes et accessoires, est remarquable. Les cinémas d'animation, documentaires ou de fiction s'en sont depuis longtemps aperçus, faisant de la textilité dans toute son étendue le laboratoire d'images animées, magnifiant les œuvres, les objets, les gestes des artisanes. Mais c'est là une autre histoire que l'on vous propose de découvrir par quelques liens dans la bibliographie.